Elle me fait tromper. Donc le point rouge, c'est bon, ça filme, hein, c'est ça? Ouais. C'est bon, c'est parti. Ouais, mais de toute façon, je peux suivre. C'est super joli, il y a beaucoup de choses. C'est ce que je suis. Après, j'ai tout oublié. Les verts, elles sont vraiment... J'ai mis que c'est pour le ça, je peux. Parce que c'est vrai que c'est longtemps, quoi. Bon, je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue et merci d'être aussi nombreux. Donc moi, j'ai proposé à Tsenga de faire un café psycho. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Alors, c'est pas une conférence. L'idée, c'est qu'il y ait de l'échange, que ce soit vivant. Donc, c'est vrai que l'idée, c'était dans un petit groupe. Et en fait, j'avais proposé ma première intervention sur les émotions parce qu'il me semble que c'est ce qui est basique. Après, il y a eu les événements récents aussi, donc peut-être aussi ça peut être un thème que vous souhaitez traiter. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Éléonore Tarlet, je suis psychologue. Je pratique de la psychologie scientifique, c'est-à-dire que je pratique des thérapies qui ont été validées scientifiquement pour leur efficacité thérapeutique. Donc ça, dans ces thérapies-là qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, par le CNRS, par l'OMS, par 16 organismes internationaux de santé, il y a les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et puis il y a le MDR, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc grosso modo, voilà, moi je pratique des outils thérapeutiques, donc je vais être très pragmatique. Hein. Donc, est-ce qu'on commence avec les émotions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous va ou est-ce que vous souhaitez traiter d'autres choses? Bon. Alors, les émotions, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Parce que ça paraît simple, mais qu'est-ce que vous connaissez comme émotion? La tristesse. Ah ben, c'est ce que Tristesse. je crois que c'est la première qui vient. La colère, La joie, la peur, la joie. les pleurs. Alors, Ça les découle. pleurs, c'est Non, les découle, conséquences c'est de la les conséquences, tristesse. Voilà, c'est ce qui va s'accompagner. Alors, il y en a, en fait, là, vous avez cité des émotions dont la majorité sont dans les émotions primaires. Alors, je ne t'ai pas présenté. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. C'est Jean-Luc Saladin, vous connaissez peut-être, qui est médecin et qui s'intéresse beaucoup aux neurosciences. Donc, qui va certainement compléter nos échanges. Si besoin. Voilà. Alors, dans les émotions, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des émotions primaires, des émotions secondaires et des émotions combinées. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, en fait, dans les émotions primaires, il y en a 5 de base négatives. Donc, il y a celle que vous avez dit, c'est la peur, tristesse, colère. Il y a les 2 dernières qui sont plus difficiles à trouver. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme émotion négative de base? La haine, non? Le dégoût, tout à fait. Et la haine, ça va découler de la colère, en fait. L'angoisse. L'angoisse, ça découle de la peur. Le déni. C'est pas vraiment une émotion, ça c'est plutôt un mécanisme de défense. La mélancolie. Mélancolie, alors ça va être une émotion combinée. La jalousie. C'est pas une émotion primaire. Jalousie, c'est une émotion combinée aussi. Nous avons un cas. Je vous l'ai mis. Peur, tristesse, colère, dégoût et puis surprise. Voilà. Surprise qu'on peut aussi appeler sidération, stupeur. Oui, stupeur, c'est peut-être plus adapté que surprise, non? Alors, en pour fait, le négatif. Voilà, ça peut être de la surprise, c'est-à-dire que je sais pas, quelqu'un ouvre la porte, vous ne attendiez pas, on est dans une émotion de surprise. Parce qu'il y a des surprises. La stupeur, la sidération, ça va être beaucoup plus fort et ça va créer des mécanismes chimiques dans le cerveau qui vont créer des dissociations. Par exemple, quand on a des traumas graves, bon, je ne voudrais pas plomber le truc, mais je ne sais pas, par exemple, lors d'un viol, il y a des mécanismes de survie psychique qui s'installent qui font qu'on se dissocie. Donc la sidération va avoir un effet chimique au niveau du cerveau, donc ça je pense que tu pourras aussi en parler, qui permet en fait à... comme si le cerveau était dans un coupe-circuit et il va sortir du corps pour que finalement on n'ait pas de crise cardiaque. Oui. Hein. Parce que là on va être dans des mécanismes de survie et le corps est super bien foutu, le cerveau est bien foutu, tout est adapté. Donc le but c'est qu'en fait on puisse survivre à plein de choses. Donc le cerveau il va s'adapter de cette façon. Donc la sidération ça peut être quelque chose d'extrêmement fort.
voilà, qui va mettre en place un mécanisme de survie qui fait qu'après, on peut avoir des flashs qui restent, on peut avoir ces dissociations qui restent, puisque ça n'est pas intégré. Donc voilà. Donc la surprise, ça va être quelque chose de très doux, on s'en remet, hein, on ne crée pas des dissociations avec la surprise. Il peut y avoir, de façon plus intense sur cette émotion, effectivement, la sidération. Donc là, on a les 5 de base. Et puis vous en avez cité des combinés, la jalousie, la culpabilité, la honte. Bon, il y en a plein en fait, il y a énormément d'émotions. Donc des émotions négatives et puis il y a des émotions positives. Alors, comment ça se fait qu'on ait des émotions en fait? Quoi ça sert? Ça fait chier les émotions, la tristesse, la colère. Ce serait mieux si on n'en avait pas, non? Alors pourquoi on en a? Moi, je sais pas. C'est notre cerveau qui fait que qui réagit en fait, qui commande. Et alors ça sert à quoi? Pourquoi notre cerveau il fait ça? Pour évacuer, non? Pour évacuer. Pour évacuer. Pour nous défendre. Évacuer, c'est un peu le second temps. Pour nous défendre. Pour nous défendre, par exemple. Alors nous défendre, ça va être effectivement système d'adaptation. On a des émotions pour s'adapter. On n'aurait pas d'émotions, je ne sais pas, par exemple, vous sortez de chez vous, vous êtes pourchassé par un mammouth. Non, je fais Ça risque pas de nous arriver. Bon, en tout cas, par exemple, la peur. L'exemple qu'on prend généralement pour ça, c'est le serpent. Quand vous marchez dans la forêt, dans la campagne, il y a une vipère. Vous voyez une vipère, là, vous allez avoir un réflexe avec émotion qui va vous faire éviter la vipère. Et ça, c'est un programme qui est dans le... En fait, on est avec un programme, on appelle ça herpétophobie, c'est-à-dire le dégoût des serpents. Et c'est l'exemple, plutôt que le mammouth, qui est quand même improbable, celui qu'on prend généralement, c'est le serpent. Alors, voilà, par exemple, on n'aurait pas peur du serpent. D'ailleurs, c'est une peur qu'on appelle phylogénétique. Oui. Il y a des peurs apprises, comme par exemple la peur de l'ascenseur, la peur de la voiture, et il y a des peurs phylogénétiques qui sont héritées de l'espèce. Et ces peurs-là nous servent à la survie de l'espèce. Ce qui est assez fascinant, une petite digression, quand vous pensez que à partir d'un ovule fécondé, on va avoir un humain qui, dans le cerveau, aura cette peur phylogénétique protectrice. Imaginez comment, à partir d'un ovule fécondé, où se trouve le programme qui fera que vous aurez un cerveau avec une... ça plonge dans des abîmes de perplexité et d'émerveillement. Alors, on disait les peurs sont adaptatives. Le serpent, moi j'aime bien le mammouth, mais bon. Parce qu'en fait, quand je dis mammouth, c'est aussi quelque part vrai puisque c'est phylogénétique. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu peur, les hommes de Cro-Magnon n'auraient pas eu peur du tigre, du mammouth, n'auraient pas eu de vertige. Parce que vous savez, ils chassaient le mammouth, ils les emmenaient vers la falaise, et puis ils s'arrêtaient en haut de la falaise parce qu'on avait peur. Donc le mammouth, il n'avait pas peur. Alors il est mort. Donc en fait, ces peurs-là nous permettent de garder l'espèce en vie. Et le seul but de la vie, c'est leur production. Hein. Chez les plantes, chez les animaux. Donc il faut qu'on reste pour pouvoir se reproduire. Alors les émotions, elles sont adaptatives, la peur, mais par exemple le désir, la reproduction, la tristesse. On sait maintenant avec les études que la tristesse, ça permet de vivre un deuil, une séparation, et psychiquement, ça permet de dépasser ça. C'est-à-dire que si on bloque la tristesse, on reste sur des deuils pathologiques. Donc en fait, la tristesse, elle est utile pour arriver à accepter que la personne est partie et que c'est là, donc il va y avoir plusieurs stades, mais c'est important d'arriver à vivre aussi cette émotion. Toutes les peurs sont adaptatives et nous permettent de continuer à vivre. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que parfois, ça se dérègle un peu. Voilà. C'est-à-dire que parfois, on va avoir peur, on va avoir des angoisses pour des trucs qui, a priori, ne sont pas rationnels ou ne sont pas justifiés. Je sais pas, ça vous arrive pas? Ou pour rien. Ou pour rien. On ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est ça le pire. Voilà. Alors là, du coup, quand ça se dérègle, donc c'est ce qu'on appelle, nous, des... Là, il faudrait que je vous fasse un dessin. Alors, on a commencé à préparer des trucs, mais où est-ce que je les ai mis?
Ouais, tu les as là-dedans. En fait, quand il y a des émotions, comment dire, des émotions inadaptées, c'est que derrière, on a un petit dialogue intérieur, on se dit quelque chose qui est inadapté. Nous, on parle de pensée automatique ou de cognition dysfonctionnelle. Par exemple, je ne sais pas, si je me dis, oh là là, demain je vais prendre la route, si ça se trouve je vais avoir un accident, et puis si ça se trouve je vais rester handicapée, et puis si ça se trouve je suis en train de me raconter quelque chose qui me fout dans l'angoisse. Hein. Donc ça va avoir des conséquences, parce que si j'y crois, bah, peut-être je ne vais pas prendre la route, et puis peut-être je me dirais, heureusement que je n'ai pas pris la route, parce que si ça se trouve, il sera arrivé un truc. Donc du coup, je vais en fait me renforcer dans l'évitement, en me disant la seule façon de ne pas avoir un accident, c'est d'éviter. Donc je vais éviter l'autoroute, puis bah, après je vais éviter la ville, et puis bah, après je vais éviter carrément de prendre les transports en commun, et après ce qui se passe, c'est une généralisation en fait. Donc nous on pense agir sur l'émotion, c'est ce qu'on appelle du coping sur l'émotion, mais quand on a des stratégies d'adaptation où on agit sur l'émotion, en fait ça ne fait que renforcer le problème, parce que très souvent, les stratégies d'adaptation sont de l'évitement. Alors, je ne sais pas si vous me suivez ou si je suis un peu... Alors, comment je fais? Parce que du coup, au manque de place, on peut plus se mouvoir, on est coincé. Je vais venir. Des émotions. À propos de se mouvoir, émotion, ça vient du latin movere, ça veut dire se déplacer. Et en fait, une des fonctions des émotions, c'est de nous faire agir. C'est-à-dire que tant que la zone émotionnelle n'est pas atteinte, on n'agit pas. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le tabagique ordinaire. On ne parle pas du tabagique qui a une pathologie sous-jacente, mais le tabagique ordinaire. La plupart des tabagiques arrêtent de fumer tout seuls dans leur coin, brutalement, du jour au lendemain, et sans syndrome, sans sevrage. C'est très étonnant. Parce qu'on s'attache tous aux tabagiques qui ont beaucoup de mal à arrêter, on en connaît tous. Et en fait, tout se passe comme si, à partir du moment où le cerveau émotionnel était atteint réellement vis-à-vis, parce que la plupart des tabagiques, ils fument à contre-cœur, quand vous leur demandez, ils n'ont qu'une idée, c'est d'arrêter de fumer, la plupart. Mais en fait, tout se passe comme si, à partir du moment où le cerveau émotionnel est atteint, et souvent, par exemple, les enfants à l'heure actuelle qui ont une prévention à l'école, arrivent à décider les parents. Parce que les enfants atteignent le cerveau émotionnel des parents assez facilement. Et à partir du moment où le cerveau émotionnel est atteint, bah, à ce moment-là, l'arrêt du tabac est enclenché. Il y a eu un mouvement, littéralement. Donc, il faut le vouloir, ce mouvement. Toute la question est là. Il faut le vouloir, oui, sérieusement. alors c'est le travail, c'est justement le travail des gens qui travaillent par exemple en tabacologie, c'est d'arriver à mettre en place la position du cerveau qui va faire que le couple volonté-émotion, c'est-à-dire, on va en parler plus tard, enfin, les aires préfrontales, quand les aires préfrontales reprennent la main sur le cerveau émotionnel, tout en incluant, c'est un peu compliqué à comprendre si vous voulez, tout se passe comme si, quand vous fumez, c'est votre cerveau émotionnel primaire, sans filtrage par les aires préfrontales, qui prend le pouvoir. Et quand vous arrêtez de fumer, c'est que vous intégrez bien vos émotions. Ah là là, si je continue à fumer, je vais avoir un cancer, mes enfants vont se retrouver orphelins. Et on l'intègre vraiment, et à ce moment-là, le mélange et des émotions et de la volonté va prendre la main sur le cerveau émotionnel seul. Ça va. Au point de vue neurobiologique, sans volonté, c'est impossible. Oui, mais la volonté, c'est les aires préfrontales. Comment et vous dites, s'il vous plaît? C'est les aires préfrontales. C'est la partie antérieure du cerveau. C'est ce qui nous sépare des singes. C'est ce qui se trouve devant ici. C'est la zone qui apparaît avec l'homme. Et c'est cette zone-là qui permet de dire non aux émotions. Enfin, pas de dire non aux émotions, mais de les piloter. Oui, voilà. C'est-à-dire de dire non aux mauvaises émotions et de dire oui aux bonnes. Oui. C'est une zone de filtrage. Tant que vous êtes tabagique, en somme, vos émotions négatives l'emportent sur vos émotions positives, si vous voulez. Ça n'atteint même pas la zone du filtre préfrontal, c'est quasi automatique. Et la volonté, le travail du thérapeute, c'est de mettre des informations qui font que la volonté va pouvoir donner sa mesure. Et il y a des gens chez qui
neurobiologiquement, les aires préfrontales étant atteintes, il n'y a plus de volonté, mais là, parce qu'il n'y a pas de substratum anatomique, vous voyez, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'organe. L'organe de la volonté, qui héberge la volonté, ce sont les aires préfrontales. Et quand il n'y a plus l'organe, on ne peut même pas le faire marcher. Vous voyez. Et on en parlera peut-être avec Éléonore, il y a des exemples célèbres là-dessus. Bon, ça va, vous suivez toujours. Ça va? Je sais pas. Si vous voulez, on en reparlera un petit Le peu. cortex préfrontal, on appelle ça aussi zone cognitive en fait. Enfin bref, on en reviendra. Du coup, les émotions. Là, ce que tu citais, je reprends ton exemple du coup pour faire transition. On a vu ce que c'était que les émotions. On a vu que grosso modo, c'est adapté. Et on a vu que parfois aussi, ça peut dysfonctionner. Si ça dysfonctionne, c'est que, si vous m'avez suivi, ça n'a pas été clair. Ça va pas. Ça va plus. Le cerveau ne s'adapte plus, quoi. Enfin, Non, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose. C'est qu'il y a un blocage. Bah. Si j'ai une émotion, par exemple là, si j'ai une angoisse. Pourquoi j'ai une angoisse? A priori, il n'y a rien de dangereux qui est en train de se passer, tout va bien, on se sent bien, on est heureux, voilà. Donc, moi, j'ai quand même de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a là avant? L'évitement. Un dérèglement. Un dérèglement Du cerveau. Presque. Oui, mais précisément... Allez, je vous le dis. Mais vous savez qu'on retient mieux si c'est vous-même qui le trouviez. Hein. Ah oui. Je vous ai parlé tout à l'heure du petit dialogue intérieur. En fait, vous avez dû vous en rendre compte, on est tout le temps en train de se raconter des choses. Notre cerveau, il n'arrête pas de mouliner. On se dit, oh zut, j'ai oublié de rappeler un tel, machin. Ah, demain, il faut que j'achète du pain parce qu'après c'est dimanche, ce sera fermé. Ah, machin, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? On est tout le temps en train de se raconter des trucs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pensées automatiques ou alors les cognitions. Les pensées créent nos émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Là, je vous ai mis en relation parce que c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que c'est mes pensées qui vont créer mes émotions, je parle d'émotions dysfonctionnelles. Effectivement, si là, j'ai de l'angoisse, c'est peut-être que je suis en train de me dire « Avec Léonore, tu racontes des conneries, tout le monde s'en rend compte. » Par exemple, si je me mets en colère, c'est que je me dis je sais pas, qu'est-ce que je peux me dire qui me mettrait en colère? On n'a rien compris. Ils m'écoutent pas, ils en ont rien à foutre de moi. Ils ne comprennent rien, c'est vrai. Vous avez compris le principe, hein. Donc c'est-à-dire que c'est auto-généré. La majorité du temps, quand on est sur des choses dysfonctionnelles, quand je dis dysfonctionnel, vous voyez, c'est qu'en fait c'est inadapté à la situation, c'est tout. Hein. Et ben c'est auto-généré. Ça veut dire que si on veut agir sur nos émotions inadaptées, donc souvent des émotions négatives, parce que si je suis dans la joie tout le temps, on peut me dire « Oh, t'es dans le monde des bisounours », ben, en même temps, moi je suis heureuse. Hein, donc ça va pas être forcément inadapté. Ben, tu sais, c'est la bipolarité, c'est la phase maniaque. Oui, mais là je parle pas de psychopathologie. Oui. Hein. Bon, moi quelqu'un qui est heureux, ça me va, voilà. Enfin bon. Non, parce que toi tu parles de quelqu'un qui est heureux, mais après qui est pas heureux. Qui est trop, il y en a qui sont trop heureux tout le temps. C'est aussi, bon, enfin bref. C'est vrai qu'il existe des gens qui sont heureux, exaltés très durablement, et ça peut être, c'est pathologique. Du reste, c'est très embêtant parce que les gens qui sont trop heureux, en somme, quand ils sont dans cette phase-là, ils ne le repèrent pas, ils ne s'en plaignent pas. Oui, mais effectivement, c'est quand il y a une deuxième phase, la phase dépressive. Oui. Si on est dans un mode constant, où est le problème? Ben oui, c'est ça. Le problème est énorme parce que les gens qui sont en phase maniaque, ils font n'importe quoi. Sauf si c'est constant, si la phase maniaque dure. Non. Mais là, tu parles vraiment de pathologie. Oui, mais il y a une zone grise quand même. Il y a une zone grise. Enfin, grosso modo, il y a quand même des gens qui ont un naturel plutôt heureux. Oui. Oui, c'est des gens optimistes. Et il y a des gens qui sont plutôt anxieux de nature aussi. Oui. Et qui, voilà. Enfin, il y a un dosage. Après, il y a la partie du génétique, et puis il y a la partie l'inné et l'acquis, et puis il y a aussi ce qu'on a vécu dans notre vie. Oui, Si, oui, il y a des natures heureuses. voilà. Là, en fait, dans les pensées qu'on appelle pensées automatiques, ça va beaucoup être lié à notre histoire, à l'inné et à l'acquis, mais beaucoup aussi à notre façon de nous être adaptés dans notre histoire.
dans le développement de notre cerveau, comment notre cerveau s'est développé. Si j'ai eu des parents hyper-accouvants, par exemple, tout le temps stressés, oh, fais pas ça, tu vas tomber, ou attention, tu vas attraper froid, ou non, va pas là-bas, il va y avoir un accident. Ou... Bon, bah, étant gamin, on y croit. Enfin, on se dit, si maman a la peur, c'est que le monde est dangereux. Donc peut-être qu'on va développer des émotions de peur ou d'anxiété de tout. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être que dans ma vie, j'ai vécu un stress constant parce que papa il battait maman et du coup j'étais tout le temps en veille ou sur le qui-vive à me dire comment ça va se passer en rentrant ce soir, est-ce que ça va aller, et du coup je vais avoir une activation amygdalienne qui va me mettre en stress pour le quotidien. Donc il y a toujours une logique, enfin le cerveau il a sa logique, hein. C'est pas tiens tout d'un coup on est bipolaire, on a décidé de rien. C'est-à-dire que si le cerveau lui il a dysfonctionné au niveau de sa chimie, au niveau de ses interprétations, c'est qu'il a été conditionné, il a vécu des choses qui fait que le cerveau s'est adapté d'une certaine façon. Il existe aussi des pathologies phylogénétiques, comme tu dirais, génétiques. Ça c'est remis en cause. Hein. Oh non, non. Enfin bon, on va vous faire grâce. J'étais à un congrès en début de semaine, cette semaine, on va vous faire grâce du débat. Et c'est franchement remis en cause, mais c'est très récent aujourd'hui. Oui, bon, on en reparlera. Bon, jusque-là ça va ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe après les émotions? Si j'ai eu une pensée automatique, par exemple, vous avez des idées de pensée automatique, qu'est-ce qui pourrait me venir en tête là, qui me crée une émotion négative? Dans l'instant, là. Je suis mal garée. Par exemple, tout à fait. Qui est-ce qui a dit ça? Ouais, pardon. Donc le je suis mal garée, c'est une pensée. Super. Ça provoque quelle émotion? Du stress. Inquiétude. Ok. Qu'est-ce que je fais? Stressé. Alors je suis stressée, c'est une émotion, c'est dans cette case-là. Qu'est-ce que je fais? C'est du comportement. Je me dépêche, je vais trouve de l'argent au ordinateur. Par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Conséquence, comportement, conséquence, je ne sais pas si vous voyez. De la nervosité, on va être plus nerveux. Non. Alors, on va être plus nerveux, c'est dans quelle case? Comportement, on va être plus inquiet. Moi, je mettrais dans l'émotion. Être nerveux, ça fait partie de l'émotion. C'est vraiment un vécu physiologique. Donc là, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je m'absente et je vais remettre des pièces dans le rotateur. Du coup, quelles conséquences ça a? Tu me disais... On est rassuré. Je suis rassurée, donc j'ai fait du coping sur l'émotion. En allant mettre des pièces dans le rotateur, j'ai fait du coping sur l'émotion. Ça veut dire, ça c'est super intéressant, que si ça a marché, c'est-à-dire que si ça a fait baisser mon émotion, mon stress, ça me donnera envie de recommencer cette technique-là. Ah oui. Ah ouais. Ça marche, ça fait baisser mon angoisse, donc je me dis, bah, à chaque fois que j'aurai cette pensée, je retournerai vérifier le rotateur, ça fera baisser mon angoisse. Donc là, les conséquences, c'est qu'effectivement, j'ai loupé un bout de l'exposé et que j'ai remis une pièce. Alors, ça peut arriver aussi que je vérifie que finalement, il n'y avait pas besoin de mettre 2 pièces et que j'avais oublié que j'en avais déjà mis une, quoi. Mais effectivement, j'aurais loupé une partie du truc, j'aurais peut-être dérangé tout le monde en bougeant. Et les conséquences, en général, renforcent les émotions inadaptées. Alors, vous le refaites. Et si on n'a pas de monnaie? Alors, qu'est-ce qui se passe? Super, c'est une autre situation. Si on n'a pas de monnaie, qu'est-ce que je me dis? Zut. Zut. Je trouve un commerçant. Faut que je trouve un commerçant, c'est une pensée. Ouais. Ou alors je reste le coup, quoi. Ou je risque le coup. Ouais. Et je peux me prendre une prune. Ça, Et c'est voilà. une pensée. Du coup, au niveau de l'émotion, si je passe tout le truc là en me disant je peux me prendre une prune, Avec sport, on a toujours. voilà. Et le comportement, je peux décider de rester. Mais du coup, stress, pensée. Cercle Comportement. Ouais. Exactement. Et non vertueux. Ça s'appelle le cercle vicieux. C'est un psychiatre de Lausanne qui l'a créé, qui s'appelle Charlie Kunji. Le cercle vicieux de Charlie Kunji. Donc souvent, très souvent, on est dans des boucles d'auto-renforcement. Je vais vous prendre un autre exemple parce que du coup, c'est peut-être pas très clair. Moi, souvent, je prends comme exemple l'alcool. Alors l'alcool, au niveau du comportement, c'est un super évitement à l'émotion. Ouais.
Quand on prend de l'alcool, ça marche, hein, ça baisse l'angoisse. Le risque, c'est que comme les conséquences, je me dis ça marche, ça baisse. Heureusement que j'ai pris mon verre d'alcool avant de vous faire la présentation. Hein. Ah bah bravo. D'ailleurs, j'espère bien prendre un thé après, mais bon. Donc l'alcool, vous voyez, en fait, c'est du coping sur l'émotion. Mon comportement, je vais essayer juste de faire baisser l'émotion. Et comme le truc pervers, c'est que ça marche, ça va renforcer le fait que quand j'ai cette émotion, il faut que je fasse ça. Et c'est ça le cercle vicieux. C'est pour ça que je vous disais, le coping centré sur l'émotion, c'est pas super adapté. Il vaut mieux faire de la restructuration cognitive sur les pensées qui créent mon angoisse. D'accord. Si je reprends mon exemple, là, imaginons que j'étais stressée, je prends de l'alcool. Alors, allô. C'est pas grave, je peux continuer à parler, c'est pas un problème. En fait, je vais m'éviter de développer des ressources, des compétences pour faire face à cette situation par ailleurs. Vous voyez, c'est à la fois de l'évitement de l'angoisse si je prends de l'alcool, mais c'est aussi de l'évitement de développer des ressources, les conséquences. Si je suis stressée et que je bois pas et que je me dis, ok, Léonore, tu y vas quand même. Les conséquences, c'est que je vais me dire, bon, il faut que je fasse face. L'angoisse, elle est là, mais je vais faire quand même. C'est-à-dire que je vais accepter de vivre une émotion négative, mais persévérer dans la situation stressante. Et ça, ce qui se passe, donc il y a des expériences qui ont été faites, plus on s'expose à l'émotion, et plus ça va réduire d'intensité et réduire dans le temps. Alors, je vous fais ça parce que... Vous voulez que je vous le dessine ? Ah, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton quelque part, hein ? Qui est debout peut-être. Non ? Dans la pièce. Donc là, en fait, je vous montre comment ça se passe. Ça ici, c'est l'intensité. L'intensité de l'émotion. Donc on va avoir du 100%. Je vais vous mettre de ce côté-là, j'ai pas de place. Et là, on va avoir la durée. Durée dans le temps. Donc, comme nos émotions, on se rappelle, sont adaptatives, une émotion, ça monte vite. Il faut qu'on... Si je vois mon mammouth, mon serpent, Jean-Luc, il faut pas que je dise « Ah, tiens, un serpent, est-ce que je décide d'avoir peur ou pas ?» Non, je vois le serpent, enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Bon, il y en a qui s'en vont en courant, moi, je suis paralysée, moi, je suis dans la sidération. Donc, l'émotion, elle va monter en flèche. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a un plateau. Donc ça monte en flèche très vite, très fort, et ça se maintient en plateau un certain temps. Puisque le but de l'émotion, c'est de faire en sorte que vous soyez adapté à la situation. S'il faut fuir rapidement, il vaut mieux que ça monte vite et que ça reste, parce que l'émotion, notamment la peur, ça va accélérer le rythme cardiaque, ça va créer des hormones, Ça va des hormones de activer stress. la médulo-surrénale. Voilà. Donc dans le cerveau, vous Ça va voyez faire tout ce sécréter qui de se passe, l'adrénaline, quoi. médulo-surrénal, tout ça, Ça va et faire sécréter adrénaline. du glycogène qui va vous permettre d'activer vos muscles et de partir, Du sucre. d'affronter le... Donc là, normalement, Vitesse. votre corps, il est vraiment en situation adaptée pour faire face à un stress. Si vous avez besoin de courir le 100 mètres, et là, vraiment, votre corps, il est équipé, quoi. Il a du sucre, il a ce qu'il faut, il a le cœur qui pompe vite. Et ce qui est intéressant, c'est que la zone émotionnelle du cerveau est atteinte avant que la conscience ne soit atteinte. Oui. Et ça, je vous ai amené de littérature. Le cortex Ça, reptilien. c'est le cerveau des émotions de Joseph Ledoux, un très grand neuroscientifique contemporain. C'était chez Odile Jacob, c'est à la Galerne, le cerveau des émotions. Il faut fermer la télé, Internet, prendre un crayon, le lire tranquillement, mais c'est accessible à tout le monde. Et là, on comprend la façon dont Joseph Ledoux a montré que l'amygdale était atteinte avant la zone de conscience. C'est absolument magnifique. Il y a une intelligence dans l'expérimentation, mais c'est pas compliqué à comprendre. Donc ça monte en flèche, ça se maintient, et s'il n'y a pas de danger avéré, s'il n'y a rien qui se passe, ça diminue. D'où l'intérêt de faire des expositions, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas éviter, alors je vous ai cité l'alcool, mais ça peut être un évitement comportemental.
Je sais pas, je vais à une soirée où je connais personne, je suis hyper stressée, je me le sens pas, je fais demi-tour. On va être dans la même chose, on va être dans un comportement d'évitement de l'émotion. Et ça, le risque, c'est que ça renforce le problème. Donc il faut rester. Alors je vous ai mis, les expériences montrent qu'en moyenne, ça se maintient en plateau à peu près 20 minutes. C'est une moyenne, attention, hein, en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez vécu, etc. Ça peut être différent. Mais faites l'expérience sur des petits stress, hein, de rester dans la situation plus de 20 minutes pour vous observer, pour vous faire du self-monitoring, pour voir si ça baisse un peu l'émotion ou pas. Et en général, finalement, la tête va envoyer un message au corps en disant pas de danger, quoi, et pas de danger. Donc au bout d'un moment, le corps il arrête de s'activer. Il ne va pas continuer à s'activer alors qu'il n'y a rien. Quand vous dites qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a plus l'élément qui peut générer la... Café allongé. L'élément qui peut générer l'émotion. Sans contact avec l'élément. Oui. Le serpent. Est-ce qu'il y avait un café? Vous restez 20 minutes dans une pièce avec un serpent, vous n'attaque pas. L'étude a montré qu'au bout de 20 minutes, le cerveau se calme, enfin le cerveau. Voilà. S'il n'y a pas de danger réel, hein, ok? Parce que le serpent, moi je serais vraiment pas zen de me dire un jour il va me sauter dessus, il va me piquer quand même, hein. Il va me mordre. Donc en fait c'est vous qui générez le fait que le serpent risque de... Là, on est sur des peurs irrationnelles, d'accord? Donc le serpent, pour moi c'est pas irrationnel, sauf si on m'a dit oui il est plus venimeux, ou il a plus de dents, ou je sais pas quoi, là je me dis bon bah ok j'y vais quoi. S'il y a toujours du venin et tout, enfin à Fort Boyard et tout ça, bon là on les a mis en situation qu'il n'y ait pas de danger. Mais si on est sur une peur réelle, votre cerveau il va quand même, enfin la peur elle est toujours là, le risque est toujours là. Si par exemple, je sais pas moi, je rentre dans l'ascenseur, vous voyez, et je me dis, donc on est toujours sur les pensées, hein, d'accord? Je me dis, là, il va s'écraser, il va se scratcher, ou je vais plus avoir d'air, ou... Ben, tout ça, ça me met dans une angoisse. Ben là, ça vaut le coup quand même de rester. Alors attention, il y a aussi une histoire de fenêtre de tolérance. Si votre angoisse elle est au-delà de 50%, choisissez un autre exercice. Parce que sinon, vous allez vous recréer un trauma, c'est pas le but. Donc faites des exercices dans votre fenêtre de tolérance, entre 0 et 50% d'angoisse, votre peur. Donc imaginons, moi l'ascenseur c'est à 40%. Ben, je rentre dans l'ascenseur et je me dis, bon, Léonore, tu vas y rester, votre 5 minutes, une demi-heure. Ben, au début, je suis pas fraîche. Hein. Puis au fur et à mesure, il se passe rien du tout, quoi. Ben, l'ascenseur, quoi. Bon, et ben, au bout d'une demi-heure, au bout de 3/4 d'heure, il se passera plus rien, quoi. Au niveau de mon stress. Comment évaluez-vous que vous êtes à 40%? Ça, c'est subjectif, c'est vous qui le sentez. Là, si par exemple je sonde vous tous à combien vous le sentez, on va avoir sûrement des réponses très différentes. Hein, quand j'anime des groupes, ça c'est un test que je fais, et il y a des gens qui ont l'air super zen, super détendus, qui disent moi je suis à 80% là. Et les autres sont tous là, bon, bah, t'as l'air super zen. Et oui, parce qu'on sait bien donner le change aussi. Mais dans ce qu'on vit, on va sentir que notre corps il n'est pas zen du tout. Alors peut-être on peut sentir un petit 10%, mais on peut sentir aussi qu'on est vraiment mal, on n'a qu'une envie, c'est de partir. C'est par rapport à une fiche une grille d'évaluation, l'auto-évaluation. Oui, c'est ce qu'on appelle une échelle de Likert, mais c'est subjectif, c'est comment moi je me sens là. J'ai combien de stress là maintenant, si je m'observe, je suis à combien là? Mais il faut déjà bien se connaître pour pouvoir estimer... Oui. Bon, ça, normalement un peu tout le monde sait, ou alors ça veut dire que vous êtes très dissocié. Hein. Ou que vous n'avez pas pris l'habitude de vous écouter. Peut-être aussi. Ça s'apprend quand même. Hein. Ça se développe, ouais, Ça se développe. complètement. Hein. C'est Et des puis choses alors, qui peuvent et s'apprendre. après, alors, il y a toute la question de la nosognosie, l'incapacité à prendre conscience de ces troubles. Hein, alors là, il y a tout un... C'est un vaste sujet, hein, Ouais. mais c'est autre chose. Je pense Oui. que là, on reste dans Non, mais je dois être très dissociée alors. Non, mais vous devez bien sentir quand même dans des situations, des choses nouvelles peut-être qui vous stressent plus que votre Oui, quotidien. mais comment l'évaluer sur une échelle de 0 à 100? Bah, ça c'est comme vous le sentez. Par exemple, si vous êtes chez vous toute seule en train de faire la vaisselle, vous êtes stressé à combien? Bah 0. Ah là vous le sentez. Et si, je sais pas, il y a des situations qui vous stressent? Oui, le vertige par exemple. Ouais, donc imaginons on va ensemble au pont de Normandie là maintenant avec le vent qu'il y a. Bah 100.
Vous le sentez alors? Tu vois? Oui. Ah, mais alors. Tout va bien. Oui, voilà. Tout va bien. Donc vous n'êtes pas dissocié. Voilà. Dépression. Là, enfin, je disais dissocier, c'était pas pour vous. Hein. Mais effectivement, on peut avoir des choses comme ça. Après, sur certaines situations, on parlait d'acidération qui crée des dissociations. On peut retrouver des choses où on n'est pas du tout connecté à son corps parce que notre cerveau s'est mis dans un coupe-circuit. Mais on peut avoir des dissociations, mais en général, c'est que dans certaines situations qui sont un peu similaires à ce qu'on a vécu lors du trauma. Sinon, là, en règle générale, il n'y a pas de raison que vous soyez dissocié là maintenant. C'est pour ça que je disais en rigolant, parce qu'il y a très peu de probabilité quand même que vous le soyez là maintenant. C'est ça, c'est des concepts qui ont des mots. Alors, les spécialistes vous diraient que je vous dis une énormité, mais on appelle ça aussi l'insight, c'est-à-dire la capacité à voir à l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence intrapersonnelle. L'introspection. Et aussi l'introspection. Et ça, effectivement, enfin, comme tu disais, c'est des choses qui se développent, notamment avec le mindfulness, la pleine conscience. Vous devez connaître, on en parle beaucoup. Toutes les techniques de méditation. On prend le temps pour s'observer. Alors on va prendre... Il y a des CD audio qui peuvent vous guider, mais en fait, la technique, elle est simple. Mais attention, c'est pas évident. Ça peut paraître super simple, c'est-à-dire qu'on se pose mais assis sur une chaise, on ne va pas s'allonger, c'est pas de la relaxation, parce que si on fait de la relaxation, le risque c'est qu'on s'endorme. Du coup, on n'est plus dans l'exercice. La méditation, enfin, en tout cas, ce qu'on appelle nous la pleine conscience, c'est de développer justement la pleine conscience de l'instant présent. C'est-à-dire, dans cet instant-là, est-ce que j'ai du stress? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que je sens la température de l'air? Est-ce que j'ai des pensées? De prendre le temps d'observer tout ça et d'observer quand son cerveau il est parti dans le passé, oh, merde j'ai oublié de faire ça, ou dans le futur, ah et demain machin, bon il faut que j'achète ça parce qu'après j'ai mes amis, et puis si j'achète pas le dessert ce soir, et en fait on s'en rend pas compte mais on est très rarement dans le présent. On part, puis après une pensée, on amène une autre, puis encore une autre, et puis tout d'un coup on se réveille, puis ça fait plusieurs minutes qu'on était parti, on s'était même pas rendu compte qu'on n'était plus connecté au présent, on était en roue libre. Et qu'on module par la respiration, parce que la respiration, c'est la seule activité physiologique qui soit à l'interface entre l'automatique et le volontaire. Parce que si vous ne pensez pas à respirer, vous continuez à respirer. On ne le contrôle pas en fait. Comment? On ne le contrôle pas, la respiration. Ah si, vous pouvez la contrôler. Oui, mais Non, mais indirectement, on a... c'est ce que je vous explique. Justement, c'est la seule activité physiologique qui soit et automatique et volontaire. Si vous n'y pensez pas, vous n'avez pas oublié de respirer. Normalement, c'est toujours là. Et à contrario, et c'est toujours là, mais à contrario, si vous voulez la moduler, vous pouvez. Et comme la respiration, elle est dépendante des émotions, quand vous êtes très ému, par exemple, vous allez faire... Vous voyez, bon, et comme on a une voie d'entrée dans le cerveau automatique par la respiration, en faisant des exercices de respiration, on va pouvoir avoir un effet sur le cerveau émotionnel. C'est très intéressant. Mais c'est pas très compliqué. Et par exemple, le souffle, enfin, c'est un des premiers ancrages pour méditer, parce que c'est toujours là, et c'est un peu comme les vagues ou comme un bon feu de cheminée. C'est-à-dire que c'est toujours présent, mais toujours fluctuant. Et ça, c'est très propice à la méditation. Quand vous regardez des vagues, c'est pareil. C'est jamais les mêmes vagues, mais c'est toujours le flux, le reflux. Un bon feu de cheminée, c'est toujours la même chose, mais c'est jamais les mêmes flammes, c'est jamais les mêmes couleurs. Donc c'est très propice à s'ancrer dans le présent. Et en fait, nous, on a la chance quand même d'avoir ce souffle qui nous traverse, et on peut se brancher dessus pour l'observer, pour s'ancrer dans le présent. Et observer quand on part, et lâcher, et revenir dans le présent. Et comme le cerveau est autant dans le corps que le corps est dans le cerveau, quand on agit sur la respiration, on agit sur le cerveau. Parce qu'on enlève des pensées, parce qu'on enlève... Non, là c'est carrément neurobio, c'est-à-dire que, en somme, quand vous êtes serein et calme, vous respirez lentement. Et si vous vous mettez à respirer lentement, le cerveau va croire que... Ah oui, ça c'est un concept très important. C'est que, en fait, si vous voulez, le cerveau ne sait pas dans quelle position il est. Il ne sait pas quelle est sa position émotionnelle. Il est obligé, pour savoir dans quelle position il est émotionnellement, d'envoyer des infos dans le corps qui, lui, va renvoyer des infos. Par exemple, si vous avez peur, le cœur va battre. Et on a des tas d'expériences qui montrent bien qu'il y a des gens qui, par exemple, ont des coupures dans les systèmes nerveux qui font qu'en cas de peur, le cœur ne va pas battre.
Et ces gens-là ne savent pas qu'ils sont émus. Le cerveau sait qu'il est ému, mais le sujet n'a pas conscience qu'il est ému. Non, mais c'est de la neurobio, hein, ça c'est basique. Donc en agissant sur la respiration, vous allez agir sur votre système émotionnel de manière mécanique. Ça va, hein. Et ce que tu dis aussi, ça me fait penser aux attaques de panique. En fait, comme c'est le corps qui sent, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Oui. Souvent, les attaques de panique, c'est ce qu'on appelle la réaction d'alarme. C'est-à-dire qu'on va sentir, par exemple, on sent son cœur qui s'accélère, les mains qui tremblent, et on se dit oula, ou qu'est-ce qui se passe, ou ça y est, je suis en train de faire une attaque de panique, ou ça y est, ça recommence, parce que pour peu qu'on ait eu déjà une expérience où on a eu très peur. Donc, on va créer une hypervigilance à ces symptômes physiques qui va envoyer un signal à la tête, enfin, en tout cas, qu'on va interpréter comme étant potentiellement catastrophique. Et du coup, lui, le cerveau, il fait son job, hein, il envoie un signal au corps en disant warning, warning. Donc là, le corps, il force la dose, et puis là, on est dans le cercle vicieux. Quand vous êtes hyper vigilant, vous allez avoir une respiration courte. On ne se rend pas compte. Et quand il y a une respiration courte, ça va modifier légèrement le pH du sang, ça va modifier la distribution du calcium dans le corps, et ça va donner une tétanie. Vous savez, les gens qui ont des fourmis partout, les mains. Et à ce moment-là, la panique s'installe parce que le corps envoie un tas de signaux au cerveau que c'est la panique à bord, littéralement. Et c'est la panique dans le corps qui va déclencher la panique dans le corps. Et donc quand on apprend aux gens à faire les petits trucs de relaxation qui permettent de ne pas arriver dans cette zone où il va y avoir ce petit dysfonctionnement physiologique au niveau du calcium, on n'a plus de... Le reste, les tétanies, on en avait beaucoup autrefois. Maintenant qu'on fait simplement ces petites techniques de relaxation, on en a presque plus. La relaxation, et ça peut être aussi... C'est le corps qui rentre dans le cerveau. D'après vous, ces attaques de panique, la tétanie, tout ça, ça pourrait être maîtrisé sans une intervention chimique, quoi. Ah bah oui, largement. Oui. Attendez, il y en a... Bon, il faut voir un médecin. Il y a quand même des hypocalcémies, des maladies duquel c'est très rare, mais ça existe aussi. Hein. Il y a quand même un petit diagnostic à faire. Enfin, si ça résiste, par exemple, aux techniques de relaxation, il faut aller plus loin. La serre-soi, c'est ce qu'on appelle un conditionnement inversif. Et un jour, vous avez eu des vertiges, vous avez un peu perdu le contrôle de votre corps. Donc du coup, vous avez interprété ça comme oh là là, mais je pourrais perdre le contrôle, ou je pourrais être dangereuse au volant, ou je pourrais m'évanouir. Donc du coup, ça c'est une première expérience traumatique qu'après on a peur de revivre. Et du coup, on va développer une hypervigilance, et dès qu'on sent un peu des trucs, ça se met en route. Et on va soi-même effectivement repartir dans ce cercle vicieux. Et à partir du moment où les gens ont fait une fois l'expérience qu'ils maîtrisaient la crise, par la relaxation, par les déclics. Moi j'utilise le plus vieux, le plus simple, c'est un nom compliqué, hein, mais alors vraiment c'est très simple, c'est le training autogène de Schultz. Ça, non mais c'est bête comme Schultz, on se relaxe, on respire doucement. Le plus simple c'est le ventre comme un ballon. Respirer lentement et rester bloqué en expiration un certain temps. Il y a de la relaxation, mais il y a aussi... C'est des techniques très simples. Hein. Ce que je disais, il y a effectivement, soit c'est un conditionnement inversif, et là ça se résout assez rapidement si vous acceptez de vous exposer en disant ok, je vais rester dans la situation, on va bien voir ce qui se passe. Parce que là du coup on va installer un renforcement positif s'il ne se passe rien. Et la majorité du temps, moi je demande aux gens, mais vous êtes tombés combien de fois dans les pommes? Et les gens me disent en fait jamais, mais je pourrais. Donc en fait c'est plus la peur que ça arrive que réellement quelque chose qui arrive. Et du coup on s'auto-conditionne dans de la peur et dans de l'évitement. Et à partir du moment où les gens ont fait, ne fût-ce qu'une fois, l'expérience du contrôle de la crise, le simple fait de savoir qu'ils peuvent contrôler la crise, il n'y a plus de crise. Ouais. Donc la relaxation, effectivement, c'est des techniques, ça mange pas de pain, donc tout le monde devrait l'apprendre à l'école. À l'école, hein, ça devrait être à l'école. C'est des trucs tout simples, ça peut fonctionner, mais aussi de se dire, ok, c'est mon corps qui est en train de vivre un truc physiologique là, donc mon cœur s'accélère, je transpire, ok, ben c'est que mon corps qui est en train de vivre de la peur, c'est tout. Pour ne pas partir à réenclencher, oh, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer, oh ça y est, je vais perdre le contrôle. Parce que là, du coup, on réenclenche de la peur et on redonne un coup supplémentaire au corps. Alors pour éviter ce genre de situation, il faut aller dans une respiration
Alors, les techniques vraiment de base, parce que dans ce que tu décris, il y a plusieurs sous-techniques. Ça va être le ventre. On va commencer par le vider. Donc vous mettez vos mains sur le ventre et vous videz comme si c'était un ballon. On commence jamais par remplir, on commence par vider complètement. Et ensuite on laisse le ventre se remplir naturellement. Et à nouveau on vide. Donc ça déjà... Pour augmenter la conscience de soi, on peut commencer par vider le thorax, puis l'abdomen, puis on gonfle l'abdomen, puis le thorax lentement, et puis on reste bloqué en expiration le plus longtemps possible, 5-6 fois, et généralement déjà ça fait beaucoup. Voilà. Parce qu'en fait, agir sur le souffle, comme tu disais, si je ralentis mon souffle, ça va m'apaiser. Il y a des techniques de cohérence cardiaque qu'on pratique beaucoup aussi aujourd'hui, qui sont extrêmement efficaces, qui permettent, avec une certaine régularité de souffle, d'inspire et d'inspire, de mettre le cœur sur sa fréquence de cohérence parfaite. C'est ce que je disais, c'est le corps qui rentre dans le cerveau. Mais on peut aussi, à l'inverse, c'est ça qui est marrant, se provoquer une attaque de panique tout seul. Et oui, mais pourquoi elle arrive cette attaque de panique? Pourquoi à un moment X et à un moment T Parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était en état d'hypervigilance. On était en train de faire des choses. Ou alors parce qu'on est fatigué. Et puis après, il y a des événements extérieurs quand même. Oui, les événements extérieurs. Soit ça peut être effectivement. Oui. Alors, ça peut être des traumas plus graves qui ressortent sous cette forme-là. Des apprentissages. Il peut y avoir sur des traumas, je dis des traumas complexes, des choses plus importantes. Il peut y avoir justement cette dissociation qui s'est créée. Pendant des années, on n'a pas souvenir de ce qui s'est passé. On vit sa vie. Puis tout d'un coup, il y a des trucs qui déconnent. On commence à avoir des attaques de panique, des peurs incontrôlées. Puis on se dit, mais je suis folle, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, là, le corps, il est en train de vous parler, de vous dire qu'il y a des trucs d'avant, mais que ça a été dissocié pour vous protéger, mais que là, il est temps de le traiter. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle avait eu un accident de voiture et qu'elle conduisait, et que depuis, elle ne pouvait plus conduire. Et si on la mettait, si un jour elle avait été obligée de conduire, ben, je pense qu'elle aurait aussi bien fait une attaque de panique. Excusez-moi, est-ce que les TCC mettent en avant au niveau des traumatismes l'inconscient? Alors en TCC, on ne parle pas d'inconscient. On ne parle pas d'inconscient parce qu'en fait, tout est accessible. C'est des pensées automatiques. Donc si on s'auto-observe suffisamment, on sait ce qui est à l'origine d'eux. Si j'ai une angoisse, je sais que je suis en train de me dire Léonore, t'as pas fermé ta braguette. Vous avez fait peur. Non, en fait, par exemple, vous voyez, j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit, mais c'est un millième de seconde. Peut-être je ne l'identifie pas, cette pensée. Mais du coup, pouf, je vais sentir l'angoisse. Donc rien n'est inconscient, tout est accessible en fait. Par contre, il y a des choses qui peuvent être dissociées. C'est-à-dire que là, effectivement, il va falloir passer plus par de l'EMDR pour retrouver le trauma initial qui crée les symptômes actuels. Mais l'inconscient, ça date de 1900, ça date de Freud, hein, c'est un peu vieux maintenant. Hein. Depuis, les neurosciences ont fait énormément de progrès. Et la méditation... Après, c'est un grand débat entre effectivement Mais il n'y a pas de débat, c'est un continuum historique. C'est comme si je vous parle des saignées. Aujourd'hui, si vous avez mal à la tête, on ne va pas vous faire une saignée. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, c'est à un moment donné, on faisait ça parce que c'était utile et qu'on ne connaissait rien d'autre. Et maintenant, on pratique autre chose parce que depuis, il y a eu des avancées dans la science et on sait qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux. Puis surtout, ça a été évalué. C'est-à-dire qu'on a, sur des grandes séries, les méthodes, tout a avancé. C'est aussi bien les statistiques que les méthodes d'exploration clinique. Et maintenant, tout le monde recommande d'utiliser des méthodes évaluées, vous voyez, dont on sait que ça marche et avec quel pourcentage. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous disais par rapport aux attaques de panique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut calmer avec le souffle, mais on peut aussi s'en créer. C'est-à-dire si je me mets à hyperventiler, je fais ça comme ça pendant plus d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Bah, je peux vous dire que le cœur, bah, lui, il est obligé de traiter l'oxygène. Bah, du coup, quand le cœur il accélère, je transpire. Puis quand je transpire, je tremble. Et en fait, on va créer une attaque de panique. Donc finalement, c'est très simple. Quand on commence à avoir une attaque de panique, on peut se mettre en apnée. On peut faire de la régulation au niveau du souffle et ça va déjà baisser d'un cran. C'est dû à l'équation de... Alors je vous le dis juste pour rire. Hein. C'est dû à l'équation de Henderson et Hasselbalch qui dit que pH égale R1 sur 1 PCO2. Vous n'êtes pas obligé de noter. Alors maintenant, interrogation. pH égale
C'est le rapport base-acide, non? pH égale RA, c'est la réserve alcaline sur la pression partielle en CO2. Oui, parce que quand vous hyperventilez, vous allez... ça va baisser la PCO2. Donc si vous baissez la PCO2, le pH, le dénominateur va augmenter, donc vous allez baisser le pH. Et quand vous baissez le pH, vous faites rentrer du calcium, si je me souviens bien, ça rentrer du calcium. Non mais c'est intéressant à savoir. Oui, bien sûr. C'est pas obligatoire que vous le sachiez par cœur en partie du film. Et ce qui est intéressant, c'est que vous sachiez que ça existe. Parce que là, tu mets la barre un peu haut, je crois. Oui, C'est le stress à tout le monde. Non. Alors on se calme, je vais faire un peu de relaxation. Non, mais c'est basique. Hein. C'est pas vraiment le cas de Dolly. Ne t'inquiétez pas, j'ai pas compris. Quand je Il crois. faut être médecin, enfin, il faut Non. avoir une base de scientifique. C'est pour... Mais c'est sur cette méthode-là que travaille la cohérence cardiaque dont vous parliez tout à l'heure. Oui, Visiblement, vous êtes formé pour cette méthode. oui. C'est sur ça. En fait, ça régule le parasympathique et le sympathique. Donc ça, tu vas mieux savoir répondre que moi là-dessus. Ben, ça régule. Là, en l'occurrence, ça doit augmenter le parasympathique et diminuer le sympathique. Parce que... ben oui, oui, c'est ça. Le problème, c'est que en physiologie, le parasympathique, il est diffus et il échappe à toute description systématique. Vous voyez. On sait qu'il existe, on sait ce qu'il fait, mais c'est comme une énorme toile d'araignée qui est partout dans le corps. Donc on peut trouver de l'information sur Internet là-dessus. Moi, je le pratique en technique de stabilisation, en fait. Mais je ne maîtrise pas les fondements médicaux, on va dire, scientifiques. Mais on peut retrouver de l'info sur Internet sans problème. Après, vous avez déjà fait la TCC et après vous... Alors en fait, la TCC, si vous voulez, moi, comme j'ai plusieurs techniques, les TCC, j'utilise un peu comme hygiène de vie, comme là je viens de vous dire, c'est quelque chose qui nous permet de reprendre la main. C'est-à-dire que je peux être proactif, moi, sur mon cerveau, sur mes pensées, j'arrive à repérer mes émotions, j'arrive à repérer qu'est-ce qui fait que ça génère ces émotions. Et puis après, il y a toute une boîte à outils, méditation, relaxation, cohérence cardiaque, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour reprendre la main au quotidien. Pour pas que notre cerveau il parte en live là et on se fait des films en fait. Et on y croit. Si, mais elle se fout de ma gueule, je t'assure, c'est vrai. Donc peut-être juste cette personne, elle est, je sais pas, elle est maladroite. Mais nous, on l'a interprétée, elle se fout de ma gueule, et du coup je suis en colère, et du coup je monte tout le service contre elle, et je mène ma guerre. Bon, je prends évidemment un exemple disproportionné, hein. J'aime bien un peu en rajouter. Mais vous voyez, ça évite de partir là-dedans. Quand je sens que je suis en colère, tout de suite je vais aller interroger qu'est-ce que je me suis dit. Et si je repère que je me suis dit, mais fous de moi, eh ben du coup, peut-être bien que je vais discuter cette pensée-là. Léonore, c'est sûr, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Puis après, je vais me dire, ah ben non, elle a juste dit, aujourd'hui je peux pas le faire, je te le ferai demain. C'est pas forcément sous de moi, alors c'est peut-être vrai en fait, peut-être qu'elle pouvait pas. Ou... Vous voyez, on va faire de la restructuration cognitive avant de partir en live et de partir dans des films. Donc la TCC, enfin les TCC, puisque c'est plusieurs techniques, les thérapies cognitivo-comportementales. Et ensuite, il y a toujours, s'il y a des choses qui dysfonctionnent de façon répétée, cyclique, c'est qu'il y a des traumas. Et là, on va aller plus travailler en EMDR. Des traumas simples, des traumas complexes. Mais si... je sais pas, moi, ça peut être... à chaque fois, j'ai des amitiés de gens qui sont pas pour moi et qui finissent toujours par me trahir. Mais c'est quand même bizarre, je le sens pas. Puis à chaque fois, j'y vais, j'y crois, et puis à chaque fois, je me fais avoir. Et je m'en rends pas compte, et pourtant, j'essaye, hein, je fais attention et tout, mais ça m'échappe. Je les attire. Voilà. Donc on se dit, je les attire, alors qu'en fait, très certainement, c'est lié à des traumas qui nous ont créé des schémas. On parle de schémas précoces inadaptés, voilà, des canaux d'information qui sont inadaptés. Alors, par exemple, ça peut être le canal d'information, j'ai pas de valeur. Donc si mon histoire a créé cette information dysfonctionnelle dans mon cerveau par rapport à des traumas ou à des carences répétées, eh ben, effectivement, je vais avoir du mal à gérer ça. Et à chaque fois, je vais bien m'en rendre compte, je retourne dedans. Mais j'arrive pas à reprendre la main, mais j'ai bien compris ce qui m'arrivait, c'est pas inconscient, je comprends très bien ce qui se passe. Et j'arrive pas à reprendre la main. Parfois on sent, il y a des trucs, on sent qu'il ne faut pas qu'on y aille. On y va quand même.
Mais personnellement, moi je trouve que c'est moins. Enfin, comment dire l'exemple là que vous donnez quand c'est quelqu'un d'extérieur, vous voyez, une autre personne qui génère du stress comment sur vous, je trouve que c'est moins grave que quand l'ennemi vient de vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors le problème c'est qu'on intériorise toujours le bourreau. Hein. C'est-à-dire que si on a souffert certaines choses dans son histoire, on va devenir son propre bourreau. C'est ça les schémas. Les schémas précoces inadaptés. Donc effectivement, c'est... Enfin moi très souvent, j'ai des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles, parce que effectivement, soit il y a eu des exigences disproportionnées, ou soit elles n'ont jamais été valorisées, ou bon, il y a plein de choses qui l'expliquent. Et ces personnes-là, elles-mêmes vont avoir des pensées du genre mais je suis nulle, ou je suis pas à la hauteur, ou je fais jamais comme il faut, ou j'aurais dû faire mieux, ou je suis impardonnable, ou elles vont sortir fouet pour se flageller, et on s'en rend même pas compte. Ou on a le même résultat aussi avec les gens qui ont des exigences qu'on nous. Voilà, c'est ça. Ça va arriver, on va arriver au même point. Oui. Oui, pardon. Est-ce que, au niveau des solutions, est-ce que la solution de l'hypnose pyroxénienne est une solution? Alors l'hypnose, ça va être un peu... Enfin, c'est suggestif, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'aller explorer des choses et d'avoir des techniques de relaxation, on va dire, par la suggestion. Ça n'a pas été démontré comme étant thérapeutique. Ça va vous donner des outils. Alors c'est toute la différence entre se sentir mieux et aller mieux. Ah ben d'avoir parlé à mon psy, je me sens mieux. Oui, mais est-ce que je vais mieux durablement, concrètement? Donc voilà, il y a des choses qui font du bien. La relaxation, ça fait du bien. Je sors de ma relaxation, je suis bien. Mais est-ce que je suis soignée par rapport à mes schémas erronés? Est-ce que j'ai cassé ce cercle vicieux? Est-ce que je suis plus... La question, c'est de savoir, est-elle vraiment efficace? Puisqu'elle est quand même proposée comme solution. Moi, je vous ai apporté la réponse. Oui. Si on regarde les publications scientifiques, ça n'est pas validé comme étant thérapeutique. D'accord. C'est une bonne boîte à outils. Vous voyez, comme par exemple, moi j'utilise la relaxation, la cohérence cardiaque, c'est une boîte à outils que je vais utiliser pour stabiliser, pour d'autres choses. Si vous attendez d'être soigné durablement et d'avoir réparé vos schémas ou vos traumas anciens, non. D'accord. En tout cas, c'est ce que montre la littérature scientifique par rapport à l'évaluation de cette technique. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une partie d'y croire? Parce que même quand on fait un traitement, vous répondez non, mais c'est toujours sur des bases scientifiques établies. Et tout ça, c'est assez personnel finalement. Si la personne a déjà fait la démarche de se traiter par l'hypnose, c'est déjà qu'elle est dans la volonté de vouloir régler le problème. Ça peut marcher. Après, vous voyez, si c'est pour arrêter la cigarette, ça fonctionne. Si je reprends par exemple ton exemple d'arrêter la cigarette, effectivement, et l'hypnose, moi j'ai des collègues qui font, mais c'est des choses simples, c'est pas des traumas, c'est pas des... Est-ce que c'est pas la volonté personnelle déjà au départ qui fait que quel que soit le traitement, de on amène une solution qui permettent de ne pas généraliser forcément par rapport à des études. La volonté au départ... Nous, les stats qu'on donne, c'est pas de la mécanique, hein. On remplace pas un amortisseur, on ne change pas le pneu, vous voyez. Mais c'est toujours la fabriqué derrière des chiffres. C'est que des stats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec de l'hypnose, surtout n'oubliez pas qu'il y a un effet placebo, toujours, chez les humains. Hein. Donc, il y a sûrement des gens pour qui ça peut être ça dépend ce que c'est, ce qu'on veut travailler. C'est jamais. Vous voyez, il faut se retirer un des schémas mentaux automatiques que nous avons tous le plus dans la tête et dans le monde moderne et qu'il faudrait arriver à le retirer, c'est l'analogie entre la mécanique et le biologique. Nous, les stats qu'on donne, quand Eleanor parle de ces stats, c'est significatif. Ça veut dire simplement que c'est significativement positif. C'est-à-dire que significativement, oui, il y a un effet supérieur. Mais c'est tout, vous comprenez bien. Hein, donc vous trouverez plein d'exceptions. Vous trouverez plein d'exceptions. Vous trouverez toujours plein d'exceptions. Je veux dire, c'est comme en médecine, enfin après on dit toujours la psychologie c'est différent de la médecine, mais aujourd'hui c'est vraiment évalué de la même façon et on est vraiment sur les mêmes résultats thérapeutiques. Ce qui a changé, c'est que la psychologie est maintenant évaluée avec les mêmes méthodes que la médecine. Si aujourd'hui on vous dit que vous avez un cancer et vous me dites « Oh bah oui, mais si j'y crois, moi par exemple à l'hypnose, que je vais soigner mon cancer avec l'hypnose, c'est une question d'y croire. » C'est à vous de voir, mais la science ne montre pas ça. Voilà. Non mais ça peut aider à mieux le vivre. Oui, c'est un outil. Voilà. Mais si en parallèle on vous dit il faut faire une chimiothérapie, sinon ça va augmenter, et que vous dites non, moi je fais de l'hypnose, ça suffit, on m'a dit que ça allait me le guérir et j'y crois, et ben il y a quand même des probabilités que ça marche pas votre truc. Hein. Par contre, comme il y a un certain nombre de cancers qui guérissent spontanément, c'est très très rare,
ça existe. Si la personne a fait de l'hypnose et qu'elle fait partie du cas de cancer, après elle va dire partout, ah bah moi j'ai fait. Mais quand on fait des grandes séries, statistiques validées, pour le moment, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas grand-chose. Excusez-moi, les TCC, si je comprends bien, la personne arrive avec son traumatisme, sur les schémas erronés, vous ne travaillez pas sur l'origine. Bien sûr. Vous travaillez sur ce que je vous la expliquais. façon de gérer. Là, si vous voulez, hop, vous voyez, en fait ça c'est le cercle vicieux en TCC. Si j'y arrive parce que j'ai une émotion, j'ai un problème là, on va aller explorer les pensées. Et dans les pensées, je vous disais, en général, c'est lié à votre histoire. Donc on ne peut pas... je veux dire, c'est pas du gadget qu'on fait, c'est de la psychologie. Hein. Donc en fait, on ne peut pas se payer Luc de gérer le truc en surface et dire à la personne, oui, mais vous n'avez qu'à penser que vous n'êtes pas en danger. Hein, c'est pas ça les TCC, hein, c'est pas de la méthode Coué. C'est-à-dire que si moi, je suis persuadée que je suis en danger quand, je sais pas moi, quand je suis avec des enfants par exemple, je suis en danger. Ils vont m'humilier, ils vont, je sais rien, c'est quelque chose qui... Je vous cite un truc qui arrive pas, mais... on a beau dire à la personne, oui, restructurez vos pensées. Non, dites-vous, vous n'êtes pas en danger, mais ça ne marchera pas. Hein. Parce que derrière, il y a autre chose. Qu'est-ce qui s'est conditionné dans ma tête pour que j'en arrive à cette pensée-là? C'est une pensée qui, de l'extérieur, paraît absurde, mais si elle est là et que la personne, elle y croit et qu'elle a vraiment des peurs, c'est qu'il y a certainement quelque chose dans son histoire qui lui a permis de légitimer ce schéma-là. Donc on ne peut pas ne pas retourner dans l'histoire. Travailler là-dessus. Reconstruire un autre schéma. En fait, on a des techniques comme le MDR, par exemple, s'il y a des traumas, où le cerveau, il va se réparer tout seul, en fait. Alors, c'est difficile de vous en parler comme ça. Il y a peut-être des personnes qui en ont fait ici, qui veulent en parler. Mais s'il y a des traumas, vraiment, ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est le MDR. Comment on procède pour faire ça? Alors, le MDR, c'est une technique de réparation des traumas par les mouvements oculaires. En fait, c'est basé sur on a dans notre corps, on a tous un système d'auto-réparation, de tout. Des tissus, des os, l'homéostasie avec les taux sanguins, c'est assez génial, on est fabuleux, parce que c'est tout le temps en train de se réguler, de se réparer. Je sais pas, en scoop, vous mettez un pansement, c'est réparé dans quelques jours, etc. Et on sait que depuis les années 80, que le cerveau, il a aussi son programme d'auto-réparation. On est tous prééquipés en auto-réparation. Et cette phase-là, ce mécanisme-là, il se passe toutes les nuits, pendant la phase du sommeil paradoxal. On appelle aussi la phase REM, Rapid Eye Movement. Et en fait, quand vous rêvez, que vous vous en souveniez ou pas, vous rêvez toutes les nuits, quand vous rêvez, vous avez les yeux qui font des balayages oculaires rapides. On peut le voir si on regarde les enfants ou les animaux, même parfois les chiens, ils font des... Voilà, on s'imagine qu'ils courent après le chat. Donc là, ils sont en phase de sommeil paradoxal et ils sont en train de voir tout plein de trucs et ils y croient. Et voilà. Donc en fait, toutes les nuits, notre cerveau, il fait la mise à jour disque dur. Voilà. On a vécu des choses dans la journée, lui fait son job. Il répare, il dit bon ça a réparé, ça n'y a pas besoin. Et puis parfois, on revient sur des trucs, parce qu'il bug. Il y retourne, il rebug, un gros cauchemar. Hein. Donc là, c'est efficace de remettre en route ce système d'autoréparation. Alors c'est pas simpliste comme ça, c'est beaucoup plus... voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme réservé aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues. Il faut un minimum un bac plus 5 dans ce domaine-là pour avoir le droit de s'y former. C'est pas pour rien, parce que si on touche à une dissociation grave, on peut pas juste avoir fait comme ça à la personne et puis la laisser se dissocier et puis bon, salut, voilà. Moi, j'ai entendu parler de choses comme ça, des patients qui ont été re-traumatisés. Hein, une patiente où je lui ai dit, je vous propose le MDR, elle m'a fait comme ça, je me suis dit, oula. Et en fait, on lui avait fait pendant 1 heure, elle avait pleuré, elle n'arrivait même plus à respirer, elle n'a rien réparé du tout. Hein, le MDR, c'est pas un truc sauvage comme ça. Donc en fait, voilà, vous voyez un petit peu, et comme les nerfs oculaires, je ne vais pas dire de bêtises, je parle sous le contrôle du médecin, sont reliés directement cerveau droit, cerveau gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que le fait de bouger les yeux, ça va avoir un accès direct cerveau droit, cerveau gauche, en recréant des connexions, et c'est ça qui va permettre que le cerveau recrée des connexions saines. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des traumas, c'est qu'il y a des connexions dysfonctionnelles. Si je prends par exemple, j'ai pas de valeur, mais moi j'y crois, enfin je veux dire, il y a des choses dans mon histoire qui a fait que, oui,
Donc cette connexion, elle est là. C'est-à-dire que tout ce que je vais revivre par la suite, ça va venir sur ce canal d'information-là. Et ça va être interprété au regard de cette connexion-là. Donc c'est pour ça qu'il faut aider le cerveau à reconnecter. Et c'est pour ça que je vous disais, il fait tout seul. Parce que quand on a une certaine expérience de la vie, une certaine maturité, qu'on a soi-même des enfants, etc., et ben en fait, on va avoir un autre point de vue sur la vie qu'on n'avait pas quand on était enfant. Quand on est enfant et puis le papa il dit de toute façon t'es nul, t'arriveras jamais à rien, eh ben on y croit, c'est papa qui le dit. Mais quand on est adulte, on se dit il était vraiment con franchement de dire ça à un gamin. Pour revenir en point de vue neurophysiologique, à propos de ce que vient de dire Eleanor, parce que la reprogrammation pendant le sommeil, c'est des expériences très récentes qui ont été faites aux États-Unis, qui sont absolument incroyables. On fait apprendre un labyrinthe à un rat, chez lequel on a implanté des électrodes, je crois une centaine d'électrodes dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la structure de stockage de la mémoire. C'est ce qui... et on apprend un labyrinthe au rat, et la nuit suivante, pendant que le rat dort, pendant la phase de sommeil paradoxal, on voit les neurones qui correspondent, ce qu'on appelle des neurones de place. On a des neurones spécialisés dans le cerveau, c'est le prix Nobel de cette année, qui permettent de nous repérer dans l'espace. Et on voit les neurones qui vont s'activer dans l'ordre dans lequel le rat a appris. C'est-à-dire qu'il apprend un labyrinthe, quand il va tout droit, et certains neurones s'activent, quand il tourne à droite, d'autres neurones s'activent, quand il tourne à gauche, d'autres neurones s'activent, et bien pendant la nuit suivante, on va voir les neurones s'allumer exactement dans l'ordre de l'apprentissage du labyrinthe que le rat a appris. Ce qui est absolument fabuleux. C'est encore plus fabuleux de penser qu'on peut arriver à suivre neurone à neurone l'activité de l'hippocampe d'un rat. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais, c'est assez fabuleux maintenant quand on regarde les évaluations des cerveaux. Maintenant on fait des IRM fonctionnels, non pas anatomiques, où on injecte donc le produit radioactif et on voit les zones qui s'activent avant-après trauma et avant-après traitement. C'est incroyable. Éventuellement, il y a deux types, il y a avec traceur et sans traceur. Oui. Vous pouvez les voir. Je peux vous le montrer. Et on sait les zones impliquées dans la réparation des traumas ou dans le fait que les traumas soient bloqués. Souvent ils sont bloqués au niveau de l'hypophyse, l'activation amygdale, l'activation amygdalienne. En fait c'est comme si le cerveau n'avait pas pu traiter cette info et c'est l'hippocampe qui traite. Donc en fait elle est restée coincée dans une zone assez archaïque du cerveau et le cerveau n'a jamais pu traiter ça. Ça n'a pas été interprété par le cortex préfrontal. Enfin bon, après c'est plus... Ça avance très vite. En ce moment, il y a une explosion d'articles, d'études, ce qui fait que on a du mal un petit peu à suivre et à avoir une vue synthétique. Mais quand même, si vous voulez voir, là par exemple, c'est un cerveau qui... Ça, c'est un cerveau normal, et en dessous, vous avez un cerveau cannabique. Et vous voyez que ici, vous avez les aires préfrontales, ce dont on parlait, ce qui permet de se projeter dans le futur, d'avoir des rapports justes avec les autres, de dire non à ses pulsions, d'intégrer ses émotions à sa raison et d'élaborer des stratégies d'action compliquées par rapport au temps. C'est le cerveau du cerveau, c'est ce qui arrive avec l'homme, c'est ce que le découvreur du cerveau, Luria, décrivait comme le cerveau de la civilisation, le lobe de la civilisation. Et on voit très bien que sous cannabis, il y a une hypoactivité préfrontale très nette. Si ça vous intéresse, je peux vous le faire passer. Et puis de l'autre côté, j'ai une pierre de coups, là vous avez le cerveau alcoolique. Là vous verrez qu'il y a un élargissement du ventricule, parce que sous alcool, le cerveau se ratatine comme un pruneau dans l'alcool, ce qui est incroyable. Et on voit que la substance blanche qui relie tous les noyaux, toutes les structures les unes aux autres, comme les câbles électriques dans une maison, si vous voulez, vous verrez qu'on voit la substance blanche, l'épaisseur diminue. Et ce qui est incroyable avec l'alcool, c'est que quand le sujet arrête de boire, il va y avoir une très grande réparation. Il y a une plasticité dans le cerveau. Une grande plasticité. Qu'on a beaucoup moins que le cannabis.
Mais oui, elle était ça. C'est pas la même molécule, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la même Ah bah oui, oui, tout à fait. Mais ma question, c'est que c'est quand même une addictologie, donc c'est étonnant que ça fasse pas travailler les mêmes... Ah bah ça, il y a, alors là c'est pour une autre fois, hein, mais au niveau des addictions, il y a un noyau commun qui est le système RT, le striatum, c'est-à-dire le nucleus accumbens, le noyau qui est activé quand on a du plaisir, pour faire simple. Et là, il y a un nœud commun, mais après, toutes les modalités fonctionnelles ailleurs dans le cerveau, c'est complètement différent. Maintenant que les neurosciences ont beaucoup avancé en addictologie, on voit bien que les différentes drogues, tout ce qui rend addictif, ça n'a pas du tout les mêmes effets sur le cerveau. Mais il y a si vous voulez, comme l'équivalent pour le Havre, la Brec, si vous voulez, il y a un point de passage obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans toutes les addictions, il y a un point de passage obligé, c'est le nucleus accumbens. Il y a toujours un plaisir. Vous voyez? Mais après, les modalités sont complètement différentes d'une addiction à l'autre. Un addictif au jeu, par exemple, n'aura pas le même profil d'expression au niveau des autres structures du cerveau qu'un alcoolique. D'où ce que vous précisez sur le fait qu'il y a une plasticité ou non, je pense que... Oui, alors après, oui. Selon que ça joue directement sur l'expression des gènes ou non. Et s'il y a une modification de l'expression des gènes définitive, et là on ne sait pas encore tout, parce qu'après la couche génétique, il y a une couche épigénétique, et on est dessus. Hein, on est toujours en questionnement. Qu'avance. L'épigénétique, c'est montré. Il y aurait une avancée par rapport au fait qu'il y ait un versant génétique sur l'alcoolisme. Ah bah oui. Mais quelqu'un qui a un terrain génétique favorable à l'alcoolisme, s'il ne rencontre pas la molécule, il ne sera pas alcoolique. Donc justement, il faudrait faire une prévention ciblée. Ce serait merveilleux d'arriver à dire aux gens qui ont un risque de devenir alcooliques, vous surtout ne touchez jamais à ça. Commencez surtout jamais à boire. Parce qu'en fait, l'épigénétique montre que tout ce qu'on pensait être les gènes poubelles, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est combien qui définit le patrimoine génétique là? C'est 3%, non? 5%. Ouais, c'est très peu. 3% qui définit si vous êtes blonde, les yeux marrons, maigre, ronde, etc. 30 ans, Et en fait, tout le reste, comme les scientifiques ne savaient pas à quoi ça servait, ils l'avaient appelé les gènes poubelles. Et en fait, on s'aperçoit maintenant que ce sont des petits bouts d'ARN messagers qui travaillent continuellement à réécrire votre patrimoine génétique. C'est-à-dire que quand vous avez des traumas non traités, etc., même s'il y a des non-dits, machin, vous allez les transmettre génétiquement à vos enfants. Et inversement, si vous cultivez la bienveillance, la méditation, une hygiène de vie saine, du sport, bien manger, vous allez aussi améliorer votre terrain génétique. Donc en fait, rien n'est une fatalité. Tout bouge tout le temps. C'est con. C'est très étudié. Très étudié. Oui, on connaît bien. Il y a un décalage, si vous voulez, tout de suite entre ce que connaît la science et ce que les médias sont capables de transférer au plus grand nombre. C'est très étonnant. Par exemple, à mon congrès, là, j'ai une intervention sur les traumas transgénérationnels. Et ça a été évalué par des prises de sang. Donc les victimes elles-mêmes, par exemple, si on prend des victimes de viol, elles sont porteuses du gène. Leurs enfants ne vont pas être de l'épigène. Leurs enfants ne vont pas être porteurs de l'épigène, mais les petits-enfants vont être porteurs encore plus de l'épigène. Ils vont avoir des marqueurs encore plus importants. Donc, réparez vos traumas, ne maintenez pas les secrets de famille, etc. On a les modèles. Pardon ? Oui, je peux vous envoyer des vidéos là-dessus. Oui. Et alors, on a les modèles animaux. C'est une Française qui s'appelle Isabelle Mansuy, qui la première a montré qu'il y avait une transmission épigénétique des traumas dans la lignée du mâle. C'est-à-dire que ce dont parle Éléonore, ce qu'on soupçonnait depuis longtemps, c'était les traumas dans la lignée maternelle, mais on sait maintenant que dans la lignée paternelle aussi, il y a transmission. C'est-à-dire qu'on prend des rats qu'on traumatise les mâles, et on s'aperçoit que ça entraîne des modifications épigénétiques dans la lignée mâle sur 3 générations. Et on sait exactement quels sont les gènes dont la modalité d'expression a été modifiée.
Non, mais ça, c'est... Incroyable, hein. Oui, c'est un... Mais en même Ça temps, va très très vite ces ça va derniers très temps, très les vite. Moi, j'ai fait venir au Havre... Oui, je m'en rendais compte. Je l'ai fait venir aux journées médicales à Vraise il y a 2 ans. Oui, c'était en 2014. Et elle est venue de Suisse parce qu'elle est tellement... C'est une scientifique renommée que les Suisses l'ont fait venir dans leur centre de recherche sur le cerveau. On avait ouvert au grand public. Et alors aujourd'hui, dans la difficulté de communiquer... voilà, donc c'était Puis, ouvert. on est en France, on est aussi très en retard dans ce domaine-là quand même. Mais si ça vous intéresse, moi j'ai tous ces documents-là, je peux vous transmettre Oui, ça. c'est bon. Et ce qui est vrai sur 3 générations de rats, en gros, c'est sur combien de mois? Je sais pas. C'est sur 3-4 mois Non, c'est un peu plus. Un an. Ouais, je pense. On peut se dire systématiquement que l'homme fonctionne pareil sur son patrimoine Non. génétique? Probable. Moi, ce que je vous cite, ça a été fait sur des victimes de viol. Mais, si mais on est réparé entre temps, si on transmet, Et ben normalement normalement, on transmet nos gènes, mais après on se fait soigner. c'est une Ah excellente ben, question comment ça se puisque passe, ça veut dire l'ARN messager travaille à réparer votre épigénétique et le trauma n'est plus là. Parce que là, il y a Et réparation, chez les rats, on transmet aux enfants nos... Donc à la limite, il vaut nos mieux attendre traumatismes. d'avoir été réparé avant de faire des enfants. Attention, je répète, c'est pas des Ne partons pas amortisseurs. dans l'angoisse. Chez les rats traumatisés, on montre qu'il y a une différence significative, mais c'est pas du tout du 100%. Hein. Il y a En plus, énormément de c'est rats. l'épigénétique, donc c'est Vous avez énormément de rats traumatisés chez lesquels il n'y a pas de modification épigénétique. Il y a simplement, franchement, significativement plus. Hein. Vous C'est voyez, pas une malédiction d'avoir. Vous connaissez bien Cyrulnik et la résilience. Hein. voilà, ça dépend comment on a vécu le Il y a trauma. plein de résilients. Hein. Par exemple, là, les attentats, malheureusement, en fait, les études montrent sur ce genre d'attentats qu'il y a 30% des victimes qui vont garder un PTSD, un stress post-traumatique. Donc ça veut dire qu'il y a 70% qui se réparent toutes seules. Donc elle ne va pas avoir des marqueurs. Ça dépend de la de fragilité trauma. au départ de l'individu en fait. Oui, ça dépend vraiment de plein de choses, de son histoire, de son patrimoine génétique, de son histoire transgénérationnelle, du coup. C'est une addition de plusieurs facteurs. Oui. Voilà, donc par exemple dans les diabètes gras, les diabètes de l'âge adulte, hein, on s'aperçoit maintenant que c'est ce qu'on appelle polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gènes qui sont un petit peu comme ci, un petit peu plus semés là, un peu comme ça, puis là c'est une addition de petites modifications qui ne sont pas franchement, éventuellement pas franchement pathologiques. Quoi. La frontière entre, le reste avec la génétique, la frontière entre le pathologique et le non pathologique. Il y a eu une intervention, bon c'est assez surprenant parce que ça c'est très récent quand même. Il y a une intervenante qui travaille sur les traumas transgénérationnels. Et en fait, elle nous a montré des cas. Bon, c'est pas du tout une généralité, hein, là c'est sur des cas, mais elle travaille spécifiquement là-dessus. Elle s'aperçoit que quand il y a des... Donc elle, c'est surtout des marquages dans le corps. Je sais pas, un mal-être, une pesanteur, quelque chose qui n'est expliqué, voilà, où elle a travaillé le trauma, etc. Et a priori c'est toujours là, et a priori il n'y a rien d'objectif qui l'explique. Elle va demander à la sensation de parler. Et vous y croyez ou pas, en tout cas je vous fais juste le compte rendu de ce que moi j'ai vu. Et il y a eu des cas où cette sensation lui a dit, ben voilà, je suis un homme, je rentre de la guerre, Première Guerre mondiale, et je me rends compte que ma femme est enceinte. Et du coup je rentre dans une colère noire et je tue ma femme. Et en fait ça, eh ben, c'était vraiment son histoire, mais elle ne le savait pas. Donc il y a des choses comme ça, moi je vous dis, ça me paraît encore dingue, mais elle travaille beaucoup là-dessus. Et en fait quand elle va chercher, mais c'est sur des choses... qui restent, hein, qui sont inexpliquées par ailleurs, la majorité des choses se traitent et ça ne reste pas. Mais c'est vraiment des choses qui sont complètement inexpliquées, qui sont vraiment comme si on portait un fardeau, on porte quelque chose qui n'est pas à soi, voilà. Ceux qui font de la généalogie parlent du gisant, donc on porte des morts en soi en fait. Et elle la personne fait une lettre en disant j'ai rien compris à ce que j'ai écrit, mais vous m'avez demandé d'écrire ce que ça me disait ça, et voilà ce qui est ressorti. Et du coup, ils ont fait une exposition à ce trauma-là en disant ok, est-ce que vous voulez qu'on travaille sur ce grand-père ou sur cette grand-mère ? Et ils ont fait de l'EMDR et c'est parti. Donc il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on ne sait en tout cas, ou qui ne sont vraiment démontrées, mais qui sont là. Nous on se cantonne Aux scientifiques. on se cantonne, on s'est donné comme règle. Mais on reste ouvert. On reste ouvert, Mais pas dogmatique. On veut bien écouter, mais dans la vraie vie,
faisons déjà, déjà avec le connu. On va déjà hiérarchiser, commencer par ce qui est là. Si vous avez envie de traiter des trucs, prenez déjà ce qui est là, plutôt que d'aller partir dans des sphères, dans des nimbes un peu plus complexes. Il faut toujours commencer par mais souvent l'histoire familiale, c'est souvent les non-dits des parents ou des grands-parents, donc se transmettent de génération en génération. Et maintenant on voit avec l'épigénétique qu'effectivement on le porte aussi dans nos gènes. C'est pas qu'un inconscient qu'on aurait deviné que on le porte dans nos gènes, donc c'est incroyable. Mais c'est pas forcément exprimé. Il y a pas de gens qui ont des histoires compliquées et tout, et qui vont très bien. Oui, parce que nous, par exemple, on est on vit une époque où on a l'habitude d'exprimer nos émotions. Mais par exemple, nos parents ou nos grands-parents, au contraire, doivent, eux, ne pas montrer leurs émotions. Parce que c'est... Ce qui était... Alors, moi, je pense que le reste, on est tombé d'un excès dans l'autre. Oui, peut-être aussi, mais toujours. Mais du coup, on se travaille un peu des histoires familiales. Et après, comme les émotions n'ont pas de compteur, si vous voulez, la moindre émotion dans le monde actuel va prendre une ampleur. Vous voyez, entre une vraie émotion importante dont il faut s'occuper, et une petite émotion qui... Non mais c'est vrai. Non, mais après ça dépend pour qui aussi. Oui, ça dépend d'accord. Comment on la gère aussi. En fait, nous on dit qu'il faut s'écouter, mais attention parce que à la génération d'avant, s'écouter, ça veut dire se plaindre, gémir, machin. S'écouter pas du tout et nous. Voilà, s'écouter, nous c'est juste être bienveillant envers soi-même et observer qu'est-ce qui est là. Être curieux de soi, être son propre cobaye. Ça c'est vachement important. Moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Mais c'est pas s'écouter dans le sens je vais me plaindre. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui me va pas, il faut que j'observe qu'est-ce qui va pas pour faire en sorte que ça aille mieux. Et quant au somatisme, ça va pourquoi le somatisme? Voilà. D'observer qu'est-ce qui me dit. Un problème, c'est que dans la société traditionnelle avant, ils avaient quand même beaucoup d'échanges sociaux. Ils avaient quand même, ils avaient tout un tas de régulateurs parce qu'il y avait des réseaux. Vous voyez, il y avait beaucoup plus de liens. Donc on sait qu'un des premiers médicaments pour les humains, c'est l'autre humain s'il n'est pas dangereux. Ça aussi, c'est bien de dire. Oui. Bien. On a fini. Alors, si vous vouliez vous commencer, vous pouvez. Ce que je vous recommande, c'est ça. C'est en livre de poche maintenant. Moi, je vous fais passer ça. C'est l'erreur de Descartes de Damasio. Ça, c'est à la galère. L'erreur de Descartes, c'est une très bonne introduction aux neurosciences et au rapport entre les aires préfrontales et les émotions. C'est formidable. C'est bien écrit, c'est facile, c'est une bonne entrée en neurosciences. L'erreur de Descartes de Damasio. Mais j'avais imprimé des petits trucs rigolos sur les émotions. Si vous voulez les regarder, mais vous me les ramenez après. Bon, c'est des petits trucs. Pour illustrer, si jamais on n'avait rien à dire. Non, je plaisante. Bon, ça va? Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. On est bien ensemble là. Une question, Léonore, sur la pensée, la réaction phobique. En fait, la phobie génère une émotion, je pense, non? Alors, la phobie, déjà, c'est une angoisse, c'est une peur de quelque chose. T'as peur de quoi? Oui. Non, je ne sais rien, I don't understand your answer. Est-ce qu'on peut agir dessus? Oui, bien sûr, puisque c'est de l'angoisse, c'est de la peur. S'il y a une émotion, c'est que je me dis quelque chose ou c'est qu'il y a eu un conditionnement aversif. C'est pareil. Je vais vous donner des petits livrets sur la drogue. Au cours de... Tenez, madame. C'est bon, merci. Ouais. Il y a toujours une logique. Tenez, il y en a d'autres. Soit c'est parce qu'il y a une dissociation jusque-là, et que la dissociation s'est levée, et que du coup le corps il vous raconte, il vous parle d'angoisse parce qu'il y a un truc qu'il faut traiter. Soit c'est parce qu'il y a eu un conditionnement aversif sur le coup. Je sais pas, une personne à 50 ans qui était passager et puis qui a eu son copain qui a failli avoir un accident. Après, il a peur de monter en voiture. Mais il y a toujours une logique. Le cerveau, il a toujours une logique. C'est jamais là par hasard. Soit c'est parce qu'il y a un effet traumatisant à un moment donné. Soit c'est parce qu'il y a eu des traumas plus précoces qu'on crée la dissociation qui fait que ces peurs-là n'étaient pas accessibles avant. Quand on a des choses complètement irrationnelles qui arrivent tard, très souvent, c'est des traumas précoces. C'est même avant la période verbale. C'est précognitif.
Et comme le cerveau n'a pas pu interpréter ou mettre de mots dessus ou en parler, ça reste une sensation. Et du coup, ça peut effectivement donner des attaques de panique complètement absurdes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il n'y a rien et mon corps, tout d'un coup, là, il a une frayeur. Donc peut-être, c'est des hypothèses que je vous fais. Hein. Mais s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a une logique. Et les groupes de parole, il y en a d'autres qu'on fait fréquemment Bah alors, vous avez la chance devant le premier. En fait, moi j'ai proposé ça parce que j'aimais bien l'endroit et puis je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc c'était une première fois pour voir un peu si, voilà, si ça plaisait, s'il y avait de la demande. Et puis après, il faut jouer avec Senga s'il est OK pour réitérer. Parce que tu disais que parfois tu avais des groupes. Oui, en fait, oui, là j'ai plus trop le temps, mais j'animais régulièrement des groupes d'affirmation de soi sur la communication affirmée. Voilà. Donc là, c'est une session sur 8 samedis et je suis un peu débordée, donc j'ai pas eu le temps cette année de le programmer. Voilà. Et sinon, je vais certainement développer de la méditation aussi le dimanche, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire passer des fiches, puis vous notez vos coordonnées. Il faut que je regarde quand est-ce que je le programme, et à ce moment-là, j'enverrai un mail. Facebook. Ah oui, et puis j'ai ma carte de visite qui est là. Je me suis créé une page Facebook qui s'appelle Psychoactive, où je tiens un jour mon actualité et je mets aussi des vidéos voilà, sur ce qu'on a parlé, l'épigénétique, les traumas, des documentaires, enfin des choses qui... Moi j'ai un blog qui s'appelle Vélo, potager et cerveau. Donc vous tapez vélo et potager. Alors ça parle beaucoup de vélo et de potager, c'est-à-dire des problèmes d'agriculture et de transport écolo. Mais il y a aussi plein de notes sur le cerveau. Voilà, pour la méditation. Je vous fais passer ça pour la méditation, si vous voulez, vous mettez votre mail. Damasio. M1SIO. Et sinon, pour le MDR, donc il faut prendre rendez-vous, ça se passe comment? Je suis un peu fou. Mais oui, il faut, le mieux c'est de m'envoyer un mail avec vos dispos. Mais là, c'est plutôt février. Est-ce que vous auriez ce que je vous ai fait passer Là, ça. D'accord. Non, ça, vous pouvez le donner, il y a sûrement des gens derrière qui ont Oui. Et prenez-en pour donner. Oui, je vais en donner. Pour les enfants. Oui, c'est surtout ça. Les adolescents. Là, vous avez vu les images de cerveau alcoolique et l'équipe de Caen vient de montrer qu'il y a un parallélisme exact entre les lésions qu'on voit chez quelqu'un et les tests neuropsychologiques. C'est incroyable. Les tests neuropsychologiques. On a des tests neuropsychologiques qui permettent de mesurer l'altération des fonctions cognitives chez les alcooliques. Et ils ont montré qu'il y avait une corps. Si on voit quand on voit les lésions à l'imagerie cérébrale, on sait ce qu'on va trouver comme altération neurocognitive. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre attention, de votre intérêt. C'est super agréable, cette interaction. C'est ce que je souhaitais, en fait. Voilà, que ce ne soit pas une conférence ex cathedra, mais qu'il y ait des échanges. Donc moi, je vais aller me commander un petit thé.